Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Salut Arthur, tu vas bien? Salut, ça va et toi, Alain? Ça va impeccable. On va laisser tranquillement les gens arriver et comme d'habitude nous dire s'ils nous entendent bien, les choses comme ça, qu'il n'y ait pas de problématique là-dessus. Le but de la vidéo du jour, donc ça va être de présenter un petit peu Arthur, son actualité, tout ce qu'il peut faire et surtout, on a mis en place cet événement à base de questions-réponses. Et on a eu plein de questions très pertinentes, très intéressantes qu'on a, répertoriées avec Arthur et on va essayer de répondre au maximum des questions qu'on aura obtenues. Si vraiment il y en a une ou 2 qui passent à la trappe pour X ou Y raison, n'hésitez pas à venir nous voir en privé avec Arthur, on sera ravis d'y répondre en off là-dessus. La Carrément. vidéo sera bien évidemment en replay sur la chaîne YouTube de Lynx Club, donc n'hésitez pas à vous abonner pour, voir le replay avec Arthur et puis surtout, il y a toutes les autres vidéos qui ont pu passer jusqu'à là et sur Lynx Garden, pareil. Hop là, tu chaud Arthur? Carrément, je suis prêt. Impeccable. On va pas perdre plus de temps là-dessus parce que vu le nombre de questions qu'on a, va falloir Ouais, qu'on il y a de avance. quoi faire, ouais. Il y a de quoi faire. Donc la première justement, elle est toute simple, ça va te permettre, justement que tu puisses te présenter un petit peu surtout. Ouais. Même si, tu es quand même, bien connu déjà, mais que tu nous dises un petit peu, bah, justement qui tu es et bah, que tu nous parles un peu de tes différents projets et ce qui arrive, dans les jours, mois, années à venir. Ça marche. Bah, écoute, moi, je m'appelle Arthur Villecourt, je suis, éditeur de sites depuis 2013. J'ai, notamment, fondé une boîte, en 2014, sur Malte avec, 3 associés où on faisait de l'affiliation, plein pot. Avec une équipe, on était environ une dizaine de personnes, on montait des sites, on les monétisait en boucle globalement. Et depuis, il s'est passé plein de choses. On a, fermé cette boîte. Je suis devenu streamer pendant 2 ans et demi où je streamais du jeu vidéo, donc rien à voir. Donc j'ai pu, acquérir pas mal de compétences sur la partie, création de contenu slash YouTube. Et depuis, je me suis remis à l'édition de sites, suite à cette pause de 2 ans et demi du coup. Et ça fait un moment maintenant et je suis, le co-créateur du Wizards Podcast, qui est aujourd'hui, l'un des plus gros podcasts sur l'édition de site, le business web, le SEO, voilà, au sens assez large. Et on parle de plein, plein de choses en essayant de distribuer un max de valeur tous les jeudis midi. Yes et les événements aussi, les Wizards? Carrément, les Wizards Event, on a énormément de choses, donc énormément de choses et énormément de choses prévues. On a la Wizards Academy aussi, donc notre formation liée au podcast. Et là, pour répondre à la question concernant les projets en cours, parce que je suis, connu entre très gros guillemets pour le fait d'avoir beaucoup trop de projets en parallèle. Il y a une période, j'en avais plus d'une dizaine et je balançais ça sur le podcast comme si c'était normal et les gens, ils se sont bien moqués de moi et j'ai pris conscience d'ailleurs, à un événement où Jackie était présent, au Chiang Mai SEO en parlant avec les gens, que j'étais complètement à la masse et que j'avais tellement de projets qu'en fait, on peut pas être efficace quand on est sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Donc aujourd'hui, je resserre doucement, le boulon de mon focus. Et là, aujourd'hui, et je peux l'annoncer en exclu, sur Lynx Club, mais ça y est, à partir de début juillet, je passe en full time sur, les Wizards. On va dire à Yes. 95 sur le projet des Wizards, qui aujourd'hui est en train de devenir, à petit feu un groupe d'une certaine manière, où on investit dans pas mal de projets aussi connexes comme Wisewand qu'on pousse. Enfin voilà, il y a ça, c'est beaucoup de choses les Wizards, mais au moins c'est un projet unique. Et là, c'est décidé, c'est mon focus pour la suite, quoi. Bon, bah, super, super. On présente peut-être tes partenaires ou des Wizards ou tu veux pas les Carrément. nommer? Ah, je préfère pas les nommer, je les aime pas du tout. Non, bah, on a, Anthony qui est connu pour, son côté, Black Hat, qui est une brute, en Black Hat SEO, et pas que, éditeur de site lui aussi depuis 2013, si ce n'est même, un peu avant. Et on a Franck qui, lui aussi est une brute dans son domaine. Donc lui, c'est un peu plus le SEO, et l'édition de site, l'affiliation, de manière, un peu plus long-termiste, on va dire, qu'Anthony qui est plus sur des projets de spam ou du géoloc, en spam toujours. Des gros Franck, tests. il est sur des gros projets en ce moment, il est sur des très gros projets, des très grosses thématiques et avec des très gros enjeux, voilà. Toujours sur la partie, pure affiliation, pure édition. Anthony, il aime bien tester un truc, bien costaud, bien en masse pour voir jusqu'à où il peut l'épuiser. Ouais, c'est ça, ouais, et il fait ça en boucle et il lance des tests de partout. Je sais pas comment il fait pour les enchaîner,
aussi vite, mais voilà. Et du coup, c'est mes deux associés sur toute la partie Wizards. Et puis le dernier truc, c'est que je suis aussi le co-créateur d'un SaaS qui s'appelle Lucide et qui fait de la détection d'intelligence artificielle. Voilà. Et là aussi, je documente, tu vois, la stratégie SEO derrière le SaaS, tout ce qu'on implémente, voilà, j'essaye au travers de mon contenu d'être assez transparent pour potentiellement aider un peu les gens qui sont face à des problématiques similaires, quoi. Allez, super. Alors, on a une petite question drôle qu'on a laissée. Tu travailles combien d'heures par semaine avant de te la couler douce? Tu sais que donc du coup, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit: «Je pense que je vais être honnête, je pense que je bosse entre 35 et 40 heures». Je pense que je bosse moins aujourd'hui que ce que je pouvais bosser il y a quelques mois en arrière parce que je suis devenu papa en décembre et que ça prend pas quand même pas mal de temps, on va pas se le cacher. Mais C'est clair. je dois être aux alentours de 40 heures, et puis ce qui est rigolo, c'est que c'est, pas forcément des heures très, tu vois, il y a des moments où je vais bosser un peu plus le soir parce que là, pendant la journée, j'ai eu, des trucs à faire justement, des rendez-vous médicaux, des machins et enfin bref, mais on est plus aux alentours de 40 heures, aujourd'hui, je pense. Ah, c'est le Pas rythme un peu à plus, la en tout cas. Jackie, c'est Jackie, il s'occupe de ses enfants le jour et il travaille la nuit. Bah, ouais, Il fait 2 emplois. on est obligé parfois. C'est ça. Comment tu te structures ton agenda justement? Parce que voilà, tu as plein de projets, même si tu as dit justement, tu as commencé à annoncer que tu resserrais tout ça. Ouais. Comment tu gères un petit peu ces différentes facettes que tu as? Et ben, justement, c'était très chaotique jusqu'à maintenant, cette gestion de l'agenda et des différents projets parce qu'on était très au feeling, et que moi, en perso, j'étais très au feeling sur mes différents projets et qu'encore une fois, je le répète et aujourd'hui, c'est devenu clair pour moi, mais sans focus, on peut vraiment rien faire. Enfin, ou en tout cas, les choses sont tellement pas à leur plein potentiel. Donc aujourd'hui, il y a encore une fois tout l'écosystème du Wizards Podcast qui comprend Wisewand, la Wizards Academy, l'édition de site d'une certaine manière sur la partie qu'on montre à l'intérieur de l'académie. Et ensuite, il y a Lucide en parallèle et on va dire qu'aujourd'hui et potentiellement, mes chaînes YouTube aussi, mais là pareil, ça fait partie du refocus. C'est des choses que je vais être obligé de laisser vraiment sur le côté, en tout cas pour le moment. Donc pour te répondre, je pense, on a, moi aujourd'hui 90 de mon temps est alloué d'office à tous les projets autour des Wizards et les 10 restants, ça va être justement toute la partie contenu perso et Lucide un petit peu parce qu'en ce moment j'ai pas mal d'enjeux SEO par rapport à Lucide, pas mal de choses, mais que je relie assez facilement, à la Wizards Academy, au Wizards Podcast. Je m'en sers aussi pour documenter ce que je fais, ce que je teste donc bon, finalement, c'est un peu connecté. Mais je dirais 90-10 aujourd'hui, alors qu'avant, c'était vraiment le chaos total et c'était, Au hasard. ouais, au hasard, peut-être pas, mais presque, quoi. C'était vraiment, que où est la priorité de la semaine et on s'organisait, un peu à l'arrache. Heu, à quand le SEO local sur Wizwand? Est-ce que tu seras sorti d'ici avant la fin de juin ou besoin d'un peu plus de temps? Non, malheureusement, pour te répondre franc, sur Wisewand, là, on est en train de mettre un énorme, mais énorme coup de polish sur toute la partie, génération, du contenu, tout le moteur, en fait, derrière Wisewand, pour arriver parce qu'en fait, on se retrouve et ça, je pense que c'est très propre aux outils IA, dès qu'on cherche à faire avancer l'outil, à sortir une nouvelle feature et ça, on s'en est rendu compte au fil de l'eau et surtout nos devs, hein, parce que nous, on n'est pas sur la partie prod, on est sur la partie marketing, diffusion. Mais on s'est rendu compte que, il y avait, quand on changeait une toute petite brique, ça pouvait péter beaucoup de choses derrière. Donc on est un peu en train de pédaler dans la semoule depuis un moment, mais là, enfin, je peux le dire et on sera amené à communiquer dessus, plus clairement et en détail. On a enfin réussi à trouver une solution viable pour faire fonctionner le moteur et le faire très bien fonctionner. Et donc, j'ai demandé, aux devs derrière Wisewand pour pouvoir te répondre correctement et a priori, on serait plus aux alentours de septembre pour une sortie sur un mode, local. Donc c'est pas malheureusement pas pour tout de suite, mais bon, c'est pas dans trop longtemps non plus, quoi. Oui, ça va, si c'est après l'été, ça devrait aller quand même. Ouais, on espère en tout cas. Quel outil ou workflow recommandes-tu pour industrialiser la gestion de plusieurs sites ou plusieurs chaînes YouTube? Parce qu'effectivement, tu as 2 casquettes, on va dire. Tu es Ouais. connu aussi pour YouTube, et Alors, pour le site internet. moi, je suis un grand friand, je sais pas si toi, tu en utilises aussi, je pense que tu dois être comme moi, un peu accro à ChatGPT comme beaucoup de gens ou à d'autres C'est clair. LLM d'ailleurs.
Moi, Ouais. je suis très friand des GPT, custom. Donc tu vois, je me fais pas mal de GPT. J'ai des GPT qui sont dédiés à YouTube, notamment pour, tout ce qui va concerner, l'idéation, tout le fait d'avoir des idées de contenu, pertinentes. Donc je vais beaucoup utiliser pour te répondre, ChatGPT pour ça et aussi pour toute la partie titres. Aujourd'hui, avoir des titres qui performent sur YouTube, notamment, on en parlera un peu plus tard sur tout ce qui va concerner l'acquisition algorithmique, c'est très important et donc il y a des méta, il y a certaines choses et on peut entraîner aujourd'hui des IA pour construire, des bons titres et en l'occurrence, GP des GPT moi j'utilise un GPT custom que j'ai créé pour ça. Donc j'utilise beaucoup, ce genre, d'outils. Plus simplement, Google Sheets, franchement qui est, omniprésent dans mon quotidien sur toute la partie création de contenu. Pour le suivi, tout ce qui est, calendrier éditoriaux et pour le montage, alors tout ce qui est gestion de mes équipes et par équipe, j'entends miniaturiste et comment ça s'appelle? Et monteur, globalement, ça se fait beaucoup sur Discord et pour le montage, j'utilise un outil qui est vraiment sympa qui s'appelle frame.io, voilà, qui est vraiment cool pour ça et je pense, pour répondre sur la partie, moi, je suis un peu moins sur une gestion de sites et de volumétrie de sites aujourd'hui, mais je pense que si je au-delà de la Google Search Console, évidemment, qui reste un outil, très central pour gérer des sites, et le faire plutôt bien. Je pense que si je devais demain, avoir un outil, je ferais un truc maison, parce que je suis un peu parano avec ce genre d'outils de suivi, par exemple de stats ou je ne sais quoi et je considère que j'ai pas trop envie de mettre mes sites n'importe quand, surtout en tant qu'éditeur où chaque mot-clé est important, enfin Bah, donc ça, voilà, c'est sûr, ouais. je pense que je me ferai un outil de suivi maison. Ouais, c'est ça, à Jackie, on a fait ce genre de choses aussi et oui, bah, l'IA, hein, forcément, maintenant c'est clairement, notre, assistant, hein, franchement et puis on en a de toutes les couleurs, avec plein de GPT différents. Moi, en perso, j'aime bien Gemini, franchement, pour OK, les mails et tout ça et les Google Docs, franchement, vu on qu'il m'en est parle de plugué plus en plus, ouais. ouais, voilà, vu qu'il est plugué directement, franchement, ça, c'est vraiment pratique et les Google Sheets, alors là, bah, ouais, je m'étais fait avoir, on avait fait un webinaire avec Stéphane Madaleno Ouais. et 1re question, il dit, «Tiens, quel outil tu préfères, pour ta journée, pour t'organiser?» Et moi, je parle de S-Observer parce que je pensais à un outil SEO, tu vois? Et là, il dit: «Bah non, c'est les Google Sheets» et ouais, je dis: «Bah oui, merde». C'est ce que je dis à chaque fois, j'ai 3-4 feuilles, Sheets Ouais, ouverts, tous les jours, en fait, tous les jours. Donc Google franchement, Sheets, hein, les forcément, c'est la outils base, hein. Google, pourtant je suis très, tu vois, je suis très Apple, enfin, pour en tout cas pour le téléphone, mais alors les outils Google, depuis que j'ai mis un peu la tête dedans, je trouve Ah, que c'est clair, c'est hein. c'est vraiment top. Franchement, c'est tous les jours, tous les jours. Mmh. Alors, petit, bonjour spécial dans le chat, on a Mickaël qui est venu et Mickaël, alors pour la SGP de la semaine dernière, c'était le fil rouge parce qu'il prenait la route pour les vacances et du coup, là, il doit nous écouter du bord de piscine ou bord de plage, je ne sais pas. Salut Mickaël. Salut Mickaël, salut à tous d'ailleurs, à tous ceux Ouais, qui bonjour tout qui le sont monde, présents ça sur le arrive live. au fur et à mesure, effectivement. Quel horizon de temps évalues-tu pour ah bah ça y est, on rentre dans les questions Ouais, un peu plus techniques. Alors pour prévenir un peu les participants, ce qu'on a fait, on a regroupé vos questions en termes de plusieurs thématiques, mais on les a mis dans le désordre pour essayer de répondre au maximum de questions un peu différentes mmh. et on va essayer d'en faire le maximum, comme je dis tout à l'heure. Donc là, quel horizon de temps évolues-tu pour un projet de vente de liens dans l'immobilier? Moi, j'ai Alors, la réponse SEO, hein, mais je ouais, me pars de bah, rire. la réponse SEO, c'est évidemment ça dépend, mais je vais essayer de te respecter un peu et d'aller un peu plus loin dans le truc. Mais en gros, il y a 2 cas de figure. On va supposer que tu lances un site neuf. Lancer un site neuf sur la thématique de l'immobilier pour faire de la vente de liens, ça tombe bien, c'est un test que j'ai fait, il y a de ça, 2-3 ans maintenant. J'ai revendu le site depuis, et donc je peux te répondre. Mes premiers résultats en termes de vente de liens, c'était au bout de 6 mois, et aujourd'hui, je pense que tu ne dois pas espérer de résultats concrets avant les 6 premiers mois, on va dire, pour être assez réaliste et les vrais résultats, si tu fais les choses bien et en prenant en compte le fait que c'est un marathon et qu'il faut tenir sur la distance, publier du contenu, et encore une fois, le faire de la bonne manière. Au bout de 8 mois, tu es censé avoir des résultats, plutôt, enfin qui deviennent concrets et au bout d'un an/13 mois, pour citer Franck qui en a parlé dans un des derniers podcasts, c'est vraiment le moment où théoriquement, si tu as fait du bon boulot, ton site est à son plein potentiel et tu peux commencer à l'exploiter, plein de balles. Par contre, si jamais tu décides de faire la même chose, mais en travaillant sur un expiré, là, tes résultats, tu peux évidemment les avoir de manière très, très rapide. Par très rapide, j'entends, tu remontes l'expiré. Si l'expiré, repart bien, tu as tes enfin,
c'est parti quoi. En quelques jours, tu as tes premiers résultats, mais là, c'est une autre manière de travailler et en supposant que tu sois, que tu es débutant, c'est peut-être pas la première des choses à faire quand on débute. Moi, j'invite plutôt les débutants à se faire la main sur du site neuf, même si ça prend du temps pour, bah, voilà, apprivoiser un petit peu les méthodes de travail et puis une fois qu'on s'est fait la main et qu'on est bien formé sur la partie expirée aussi, pourquoi pas travailler sur de l'expi pour avoir des résultats plus rapides et c'est là où sur du volume, c'est intéressant. Alors là, attention, Arthur donne des temporalités, mais c'est du travail. C'est vraiment du travail et Ouais, bien sûr. surtout, travailler proprement. Parce que là, aujourd'hui, avec l'IA, justement, on voit de tout et si vous faites, un site sans réfléchir, en mettant, 500 contenus, pas du tout travaillés, parce que attention, hein, travailler avec l'IA, il le faut. Aujourd'hui, on ne peut Mmh. pas s'en passer. Mais travailler avec l'IA correctement. Ne faites pas tout et n'importe quoi. Restez bien sur des sites thématisés. Donc là, l'immobilier, très bien, mais il faut bien, idéalement rester dans des sites plutôt thématisés et Mmh. quand vous faites de la création de contenu, faites-la de façon intelligente, même si vous la faites avec de l'IA, mais de la façon intelligente. Regardez les mots-clés qui se positionnent, chez tout le monde, regardez ce qui plaît bien dans chaque thématique et ainsi de suite. Inspirez-vous de ceux qui sont positionnés dans le top 10 parce que s'ils sont dans le top 10, il y a quand même des raisons. Travaillez correctement vos différents contenus, vos différents sites et de votre côté, vous allez aussi devoir investir sur de l'achat de liens et ainsi de suite pour populariser votre site forcément. Donc voilà, c'est là, il a donné une temporalité, mais faites attention, c'est quand même, un gros travail qu'il faut derrière si on veut persister et avoir justement un site qui performe après dans la vente de liens. Et bah, j'en profite, je l'affiche tout de suite. Le domaine expiré doit-il être dans la même thématique que celle qu'on veut faire? Alors, ça, c'est un sujet, moi, personnellement, ça dépend ce que je veux faire, ça dépend de la taille de l'expi. J'aurais tendance typiquement pour tout ce qui va concerner alors là encore, c'est peut-être un peu technique, mais pour tout ce qui va concerner des stratégies de PBN, moi, je m'en fous complet de la thématique et juste, je remonte dans l'espoir que. En fait, ça va dépendre du budget. Si jamais le site, en l'occurrence, que tu rachètes, Eva, il te coûte 50, 100 €, donc il est pas «trop cher» entre guillemets, tu peux te permettre de prendre le risque si tu as identifié qu'il y avait des bons backlinks, si tu as identifié qu'il avait du trafic récent par exemple, de l'acheter et de voir ce que tu peux en faire en faisant peut-être des glissements sémantiques, c'est-à-dire en faisant glisser une thématique vers une autre de manière relativement naturelle. Par contre, si tu t'apprêtes à acheter un site, qui coûte plusieurs milliers d'euros et cetera, là, pour le coup, je m'assurerais d'avoir une cohérence thématique, on va dire. Mais pour moi, c'est une histoire de budget, c'est une histoire de projet, je la tenterai sans trop m'embêter avec les thématiques à titre perso, mais il y a beaucoup de gens qui pourront te dire le contraire et qui, eux, vont faire attention à la thématique, donc Mmh. ça va dépendre. Bah, il y a ça et puis tu pourras regarder le profil du lien, les profils des liens existants justement. Si, Mmh. le site en lui-même est déjà poussé par des sites vraiment thématisés dans une thématique, effectivement que là, ça sera peut-être plus facile de rester dans la thématique déjà existante Mmh. et pareil, ce qui peut jouer pour le coup, c'est le nom de domaine. Si le nom de domaine est quand même ancré, je vais dire quelque chose au hasard, mais si le nom de domaine, c'est bien-être pour tous, bon, Mmh. bah, là, va falloir rester sur quelque chose qui reste dans le bien-être pour le coup. Pour moi, en tout cas, je pense que ça sera plus Ouais, judicieux bah, que bah, bien d'aller sûr, partir ouais, ouais. dans quelque chose rien à voir, dans l'automobile ou je sais pas. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent vont te donner des indications là-dessus, je pense. Mais après, c'est pas interdit des changements de thématique, on en a vu. Mais oui, je pense que ça dépend aussi du budget du site, quoi. Mmh. Ça va pas mal, jouer là-dessus. N'hésitez pas à les poser les questions encore en direct, hein, des fois sur des slides, on essaiera d'y répondre quand on peut. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu vois dans la monétisation des sites et comment les éviter? Alors, l'erreur la plus fréquente sans hésitation, c'est vraiment, l'utilisation de l'IA. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui l'utilisent de travers. Il y a énormément de gens, notamment des débutants, qui considèrent que l'IA, leur permet aujourd'hui de faire des sites de qualité de manière complètement automatique et cetera. Alors je vais absolument pas cracher sur l'IA parce que je suis le premier. Il y a des questions qui sont assez tournées là-dessus et vous verrez qu'on pourra éventuellement creuser le sujet, de l'IA de ce côté-là et je suis le premier à dire que c'est nécessaire d'utiliser l'IA. Mais par contre, il y a vraiment plusieurs façons d'utiliser l'IA et Alain, tu en as déjà un peu parlé, tout à l'heure sur l'autre question. Mais aujourd'hui, par exemple, je vois beaucoup, beaucoup de gens qui, quand ils font des sites,
juste vont aller faire un petit prompt ChatGPT parce qu'ils ont identifié justement qu'un de leurs concurrents faisait un contenu sur tel sujet. Ils vont juste poser, le résultat du prompt ChatGPT, simpliste, sans se soucier de l'intention de recherche, sans se soucier de la mise en page, de la gueule de leur page et cetera. Et je pense que la première chose que vous devez vous poser la première question que vous devez vous poser, quand vous éditez une page, c'est vraiment de vous dire: «Est-ce que moi-même je suis consommateur de cette page? Est-ce que ça m'embêterait de tomber là-dessus? Qu'est-ce que je me dis si moi je tombe dessus?» Et vraiment, il y en a, ils s'emmerdent pas, hein, c'est, fond blanc, texte noir, il y a quelques mots mis en gras, Tout le temps boum, la même mise en ils page, envoient. Et honnêtement, ça pour le coup, le problème, c'est, Tcha pour qu'on soit clair dès maintenant, Google n'a pas de problème avec l'IA. Google a des problèmes avec le contenu de merde. Et si vous faites du contenu de mauvaise qualité, là, vous pouvez vous faire taper sur les doigts. Et si vous faites du contenu de mauvaise qualité sur un site neuf, là, Google, il peut très vite vous taper sur les doigts. Et j'ai vu énormément de gens lancer des sites, faire du contenu de ChatGPT pourri, et en fait, avoir un site qui meurt dans l'œuf et meurt très vite dans l'œuf, parce qu'ils n'ont pas montré patte blanche à Google, et cetera. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'erreur numéro un du débutant qui édite un site. Et comment éviter cette erreur? Bah, en faisant les choses bien, en s'assurant de bien répondre à l'utilisateur, de lui apporter vraiment de la valeur, de pas uniquement se fier à ce que va vous répondre ChatGPT, mettre un petit peu d'âme dans vos contenus, utiliser des personas, écrire avec un style. Enfin, il faut accrocher le lecteur un minimum, quoi. Tout ça, on peut le faire avec l'IA, bien sûr, mmh. mais voilà, il faut vraiment, quoi qu'il arrive, relire, même avec un outil comme Wisewand qui fait le boulot, qui prémâche beaucoup d'aspects du boulot. Vous êtes censé relire vos contenus, les mettre en forme, rajouter des images, rajouter des graphiques, enfin faire en sorte que ça soit cool à lire et que ça ait un vrai intérêt. Et en plus de ça, bah, pensez, au fait qu'aujourd'hui les gens ont un temps d'attention de plus en plus, réduit, et donc mettre des encarts en bref qui résument, le contenu, que les gens trouvent leurs réponses, qu'ils fassent pas ce qu'on appelle du pogo sticking, c'est-à-dire un retour en arrière sur la SERP dans les résultats de recherche, pour aller cliquer chez un concurrent qui lui fait mieux le travail. Parce que ça, le signal, il est horrible pour votre site, horrible pour votre page. Et vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça, c'est vraiment la première grosse erreur. Et la deuxième, je dirais que c'est l'absence de maillage interne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, qui oublient trop cette partie-là. Et mais un peu le même principe, hein, les gens bâclent un peu le truc, tu vois? Ah bah, ils ont une belle vitrine, un joli site, hop, ils mettent un article fait avec l'IA, ils disent: «Ah, ça a de la gueule», ils rajoutent deux trois images, et en fait, il y a même pas de maillage, il y a rien. Et ça fait vraiment une grosse diff. Avec un bon maillage pertinent, là encore, construit pour l'utilisateur et pour Google, enfin, ça fait la diff. Et c'est un bon moyen, je trouve, d'identifier si, c'est un site de flemmard slash un site de vendeur de liens ou un vrai site, quali. Ouais, De ouais. voir si les articles sont bien Et maillés. maillage pertinent. Encore, il y a pas longtemps justement, j'échangeais avec un éditeur. Il avait un lien sur la banque en ligne qui a envoyé un lien vers un article de je sais plus c'était quoi, de voyage, je crois. Ouais. Non, un maillage, faites un maillage pertinent. On regroupe les articles qui parlent de quelque chose, on regroupe ainsi de suite, nos thématiques et ainsi de suite. Et pour l'IA, alors là, je rejoins totalement et je vous inviterai même à aller voir la conférence de Déborah qui a eu lieu à la SGP de la semaine dernière, donc en replay sur Linksgarden, où elle explique comment faire un bon contenu avec l'IA. Les contenus qu'elle travaille passent dans 4 ou 5 GPT différents, Ouais. avec justement de la création de personas et ainsi de suite. Donc Est-ce que tu voilà. as une idée, Alain, du temps qu'elle met pour générer un bon contenu? Bah, elle Elle l'a disait, dit? en fait, le temps que lui a préparé le prompt était énorme et maintenant, bah, justement, c'était automatisé, donc ça allait beaucoup plus vite. Mais à OK. la base, tout ce qu'elle a créé, c'est des choses qui lui ont pris des jours, en fait, Mmh. des jours. OK. Et Parce que elle a créé tout ça qui permet maintenant justement d'optimiser et elle vend cette partie-là. Mais effectivement, elle disait, elle avait passé, je me rappelle plus, c'était combien le nombre de jours qu'elle a donné, mais voilà, il y avait des personnages, il y avait différents prompts, il y avait plein de choses différentes. Et ça, ouais. après, comme je disais, hein, et Deborah l'a dit aussi, le test le plus facile, c'est que vous prenez quelques-uns de vos contenus et vous les faites relire à quelqu'un, à plusieurs âges. Vous les faites relire à un petit frère, vous les faites relire à votre mère, vous les faites lire à votre grand-mère, pour voir un peu la sensibilité de chacun. Est-ce que c'est facile à lire ou pas? Si le contenu il est imbuvable, que ça soit de l'IA ou que ça soit du rédacteur humain, c'est pas bon, quoi, c'est tout, hein. Donc il faut que vous soyez capable de lire le contenu sans que ça soit horrible à vous de le lire, quoi. Je regarde un petit peu les questions qu'il y a en même temps. Anto donne souvent des tips des golden, des API gratuits, Black Hat.
quelles sont les astuces que tu as appliquées, API, IA gratuite? Tu as 2-3 trucs de Anto là ou pas? Ou sinon on passe à la suite? Alors de Anto, je pourrais pas donner ces golden nuggets, tout simplement parce que j'en ai pas vraiment en tête. Par contre, il y a un truc qu'il a balancé, une méthode de monétisation très spécifique via EMD qu'il a balancé dans un live de la Wizards Academy. J'ai appliqué, ce qu'il a dit le soir même parce que je l'ai découvert en même temps que les élèves, parce que c'est la magie avec Anto, c'est qu'il nous lâche des dingueries en boucle et même nous, en fait, on n'est absolument pas au courant des trucs qu'il balance et c'est un truc là en un an qui a dû nous générer, avec la personne avec qui j'ai fait ça, ça nous a pris peut-être 2-3 jours de taf à et ça nous a généré plusieurs milliers d'euros, alors que là, tu vois, on se connecte sur les plateformes d'affiliation, il y a encore des commissions qui tombent. Voilà, sur une stratégie EMD via ce qu'on a sur des histoires de squat de marques, dont il a parlé dans la Wizard Academy et voilà, j'ai appliqué ce truc-là. Ça me fait ta question me fait penser à ça, du coup, Bah, fort. n'hésitez pas à aller, pareil, hein, écouter les podcasts des Wizards, pour avoir toutes ces dingueries de Anto. Pour le contenu, tiens, Emmanuel de chez nous, optimisez vos contenus avec Serpmantic et ça franchement, l'outil d'Amaury qui marche vraiment très, très bien. On a fait plein de tests avec et franchement, il est vraiment cool l'outil. C'est pareil, hein, quand vous faites un contenu IA, il y a quand même plein d'outils qui existent aujourd'hui pour les travailler. Mmh. Ça, c'est pas là pour rien. Donc même si vous faites un contenu IA, rien ne vous empêche de vous servir des outils à votre portée. Ouais, surtout quand on connaît pas la thématique. Parce que de mon point de vue, l'optimisation sémantique a son intérêt quand on rédige sur une thématique qu'on connaît pas, de manière assez naturelle quand on connaît la thématique. La sémantique va suivre parce qu'on sait de quoi on parle, et cetera. Mais quand on est sur une thématique complètement étrangère, c'est toujours bien d'utiliser ce type d'outil, ouais. Quelle est l'évolution des algorithmes de YouTube? Tiens, ça c'est intéressant ça. Alors, l'évolution, c'est globalement alors je sais pas si c'est une évolution, mais ce qu'il faut bien comprendre avec l'algorithme de YouTube, c'est qu'il y a 2 gros pans de l'algorithme. Le premier pan, c'est, tout ce que je vais appeler l'acquisition algorithmique, la portée algorithmique. Donc c'est vraiment basé sur l'algorithme qui décide si oui ou non il va diffuser votre vidéo, et ça va évidemment passer, par la miniature, par votre titre, et en face de ce premier pan se trouve, le pan de du SEO, tout simplement et là, c'est un pan qu'on connaît tous, sans doute, un petit peu, si vous êtes sur ce live, il y a de fortes chances, et donc les 2 il faut jouer et alterner entre les contenus, entre la vidéo qui va se positionner sur un mot-clé spécifique et la vidéo qui va attiser la curiosité et ensuite il y a plein de choses qui se passent, notamment je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler avec une question un peu plus tard, mais pour réussir à maintenir l'utilisateur et faire en sorte que justement la vidéo soit diffusée et ça fonctionne, faut imaginer un immense, cercle, et avec un tout petit cercle au départ et plein de cercles à l'intérieur de ce cercle. Si tu veux, ça fait des espèces de regroupements de personnes au sein de l'algorithme sur des thématiques, bien spécifiques et je te dis une bêtise, mais si tu parles de dressage canin pour les chihuahuas, bah, tu vas être dans ton tout petit cercle. Mais si un jour donc ça, c'est ta chaîne, elle parle de dressage canin de chihuahua, enfin de dressage de chihuahua du coup et par contre un jour tu vas parler, des, 10 erreurs, que tu as fait avec ton chien ou des 10 histoires, magnifiques qui sont et émouvantes qui se sont passées avec ton chien et là pour le coup, ça n'intéresse plus que les propriétaires de chihuahua. Ça va intéresser les tu vois? YouTube va progressivement te faire passer dans la cohorte de l'algorithme qui intéresse un peu plus largement les gens qui s'intéressent un petit peu enfin qui s'intéressent de manière très spécifique aux chiens, tu vois? Qui ont des labradors, qui ont d'autres chiens que les chihuahuas et puis progressivement, plus il voit que la vidéo performe dans différentes cohortes, il va élargir le champ, de l'impact que peut avoir la vidéo et c'est toute la magie de la portée algorithmique et j'ai des vidéos qui, ont été diffusées dans le temps pendant plus de 2 ans en full algorithmique. C'est-à-dire vraiment, c'est l'algorithme qui poussait la vidéo. Il y avait 0 SEO derrière la vidéo, c'était pas des termes de recherche. C'était Ouais. YouTube qui proposait ma vidéo à une audience que ça pouvait potentiellement intéresser. Donc c'est très intéressant de jouer avec les 2 et en soi l'évolution des algorithmes, je ne sais pas si YouTube a tout le temps, fonctionné de cette manière-là, mais l'algo en tout cas aujourd'hui, il fonctionne très clairement comme ça, donc Et toi qui est vraiment, qui a fait un gros passage sur YouTube et tout, il y a une je crois qu'elle vient après, qu'elle ça ouais. regroupera, mais c'est pas grave, je l'ai en tête. Est-ce que tu as senti que YouTube, a évolué ou a travaillé par rapport à l'ascension assez fulgurante de TikTok? Ouais, bah, oui, oui, bah, comme tout le monde, ils ont fait du short, quoi. Donc, Ouais, de ce côté-là. Après, je trouve que YouTube aujourd'hui se différencie. Ils sont plutôt dans une je trouve que
qu'ils se différencient clairement par rapport à TikTok, même s'ils surfent sur le format short, qui est un peu le format qui lobotomise la terre entière et donc par conséquent, tu es un peu obligé de l'avoir sur ta plateforme, là même sur, je sais même plus, même des petites plateformes dont on se doute pas commencent à faire du short. Mais grosso modo, je pense que YouTube est quand même, assez différenciant et même en termes de qualité de trafic. Alors il y a plein de super choses à faire via le format short. D'ailleurs, je pense que cette année, on va enfin tester certaines choses avec les Wizards de ce côté-là. Mais et il y a un super podcast qui est sorti aujourd'hui avec Quentin, QSIO, sur Instagram et cetera et lui, toute sa stratégie, il fait de l'acquisition de leads et c'est vachement intéressant, et il le fait que en format short et c'est super puissant et je pense que financièrement, ça doit très bien se passer pour Quentin, en réalité, quand je vois les chiffres et le nombre de leads qu'il capture mensuellement avec ses contenus. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais l'avantage de YouTube, c'est qu'on peut vraiment créer une vraie connexion avec son audience. Il y a ce côté un peu plus snowball où quand on utilise les bonnes manières de communiquer, qu'on fait des vidéos à des moments très réguliers. Par exemple, le Wizards Podcast, c'est tous les jeudis midi. Voilà, ça ne change jamais. Donc les gens savent que jeudi midi, ils ont leur rendez-vous avec le Wizards Podcast. Voilà, ce genre de choses fait que ça a vraiment un intérêt pour nos abonnés, les gens qui nous suivent, les nouveaux contenus, et donc ils vont venir les voir. Et donc, plus on avance dans le temps, en théorie, plus on est favorisé parce qu'on a déjà un semblant de communauté. Là où sur TikTok, je trouve que dans beaucoup de cas, c'était vraiment à 100% tributaire de l'algo qui peut très bien enfin, qui peut être très cool avec toi parce que l'algo sur TikTok, ça peut aller très vite, ou je dis TikTok, mais sur du format short, ça peut Ouais. aller très vite, mais c'est pas du tout la même connexion avec l'audience. Et aujourd'hui, au vu de ce qu'on fait, au vu de la valeur qu'on distribue, au vu des outils qu'on a envie de vendre, de la formation qu'on a envie de vendre, etc., je pense que le levier de YouTube est beaucoup plus pertinent. Et je pense pas que TikTok, enfin, on verra les futures générations quand elles grandiront. Est-ce qu'elles vont continuer à se bouffer du short toute la journée ou est-ce qu'elles vont commencer à glisser sur du contenu un peu plus long de temps en temps? Tu vois, franchement, je sais pas. J'espère pour elles qu'il y aura un peu plus de contenu long parce que je trouve que TikTok, c'est quand même assez limité quand on veut absorber de la valeur liée au contenu. Mais c'est peut-être une phrase de boomer, hein, finalement. Ouais, mais je vois ce que Mais tu ouais. veux dire, c'est qu'il y a pas cette accroche que tu peux avoir où là, c'est moi TikTok, je le vois vraiment comme, un passe-temps, où justement j'ai aucune envie de me prendre la tête avec une vidéo de 20 minutes et ça, du coup, je pense qu'il y a 2 consommations totalement différentes et moi, pour le coup, tu vois, alors, j'ai 35 ans, donc pour certains, c'est déjà vieux pour ceux qui sont sur YouTube, mais j'ai vraiment, je suis très peu allé sur YouTube, sur toutes les vidéos. J'ai pas du tout surfé sur, quand Squeezie, Norman et tout, ils sont arrivés. Je suis vraiment resté sur la télé personnellement et à contrario, depuis l'arrivée de TikTok, j'avoue que ça m'arrive de consommer TikTok, justement, dans les temps d'attente et les choses comme ça Mmh et en mh. fait, au final, c'est TikTok qui m'a fait aller voir sur YouTube, la vidéo entière justement. Alors, je vais prendre OK. l'exemple, assez marrant que tout le monde a peut-être vu, mais, Squeezie avec les imposteurs. Mmh. Je me suis retrouvé à regarder tous les épisodes de Squeezie avec les imposteurs parce que j'ai vu des shorts qui m'ont fait rire sur TikTok, en fait Ouais, ouais, et non, c'est je clair pense qu'il y a des il que y je a des pense que je choses suis à pas faire, il y a seul. des ponts, ouais. Ouais, ouais, je Ouais, pense je aussi. pense que je suis pas seul donc je pense qu'il y a c'est assez complémentaire, en fait, j'ai envie de dire. TikTok va te permettre de voir assez rapidement et en fait, si ça t'intéresse ou pas, après tu vas le voir l'épisode plus long sur Mmh. YouTube ou donc je pense qu'il y a une complémentarité entre les 2, même si YouTube, c'est forcément adapté sur la partie short. Ouais. Je pense qu'il y a une complémentarité. Et d'ailleurs sur YouTube, il y a ça c'est plutôt cool, mais tu peux faire le pont avec en reliant un short à une vidéo. OK. Donc ça c'est plutôt intéressant, là où sur Alors ça, TikTok, c'est bah, les gens intéressant, ouais. doivent chercher. Mais Ouais. moi on a toujours eu peur, notamment avec l'audience des Wizards et tout, de se mettre à faire du short sur nos contenus et que ça nous ramène des abonnés de moins bonne qualité. Parce que les abonnés en podcast, sur du format podcast, sont laborieux à obtenir. C'est long, Ouais. avec les Wizards, on fait environ 300 abonnés de moyenne par mois et on est assez stable, on est sur un rythme de croisière, ce qui est pas énorme au vu du travail qu'on fournit. Enfin, c'est pas mal du tout. Niche qui est quand même encore une fois très nichée. Mais enfin voilà, il y a sans doute des choses à faire, des ponts, ouais, mais on Mmh. a un peu peur de diluer notre audience en allant faire du short, sur YouTube. Ouais, mais à contrario, tu vois, je vois ce que tu veux dire. Même malgré tout, ça peut, j c'est sûr que tu perdras peut-être un peu en au moins aller chercher un peu de curiosité chez certains, tu vois?
Ouais, c'est Peut-être clair. qu'ils Ouais, resteront, peut-être qu'ils resteront pas, mais ça peut permettre d'aller en voir certains. Tu vois, tu mets un short mmh. de 5 minutes de quelque chose vraiment pertinent et puis, peut-être que ça les donnera envie d'écouter le podcast en entier. Ouais, Ça c'est clair. ça Je ça suis à d'accord, voir. faut qu'on teste ça cette Mmh. année-là. Tu as déjà parlé du cloaking. Comment distinguer dans les pratiques d'aujourd'hui ce qui révèle de techniques border vs stratégie SEO durable? Alors sur la partie cloaking, je pense que ce qui est border aujourd'hui et ce qui est «flag» entre guillemets, c'est de montrer à Google un contenu qui est très différent du contenu que voit l'utilisateur. C'est que l'expérience utilisateur sur votre page soit radicalement différente entre, bah, ce qui se passe pour eux et ce qui se passe pour Google. Donc moi, pour moi, l'aspect un peu plus border et cramé du cloaking, il se trouve là aujourd'hui et la bonne manière, on va dire, d'utiliser le cloaking, c'est notamment sur, le cloaking un peu plus durable, on va dire ça comme ça. C'est moi, je l'utilise, notamment sur des stratégies de PBN où j'ai pas envie, que mon, utilisateur, enfin que la personne qui arrive sur mon site de PBN voit où est-ce que je redirige, in fine le jus du lien qui part vers l'extérieur. Donc si un SEO regarde ce que je fais et cetera. Je suis assez friand du cloaking via shortener, c'est-à-dire je vais mettre un domaine tampon au milieu, qui, lui redirige Google à un endroit, l'utilisateur sur un autre à un autre endroit. C'est compliqué aujourd'hui de savoir, même quand on trouve l'URL, où va réellement l'utilisateur, enfin où va réellement Google, pardon. Donc voilà, pour moi, c'est une des bonnes pratiques pour planquer ces réseaux de sites. La 1re chose. La deuxième chose, et ça, c'est un peu sous-estimé et je pense que c'est particulièrement intéressant quand on travaille dans des thématiques très concurrentielles, c'est de cloquer, pour montrer, à son concurrent qu'on fait quelque chose sur la page, d'un petit peu absurde et l'emmener du coup, à des endroits où il n'est pas vraiment, censé aller, quoi. Je vais vous donner un exemple, mais là, en ce moment, j'ai, mon challenge, en SEO, c'est de me positionner sur le mot-clé détecteur IA, en supposant que dans quelques mois, j'ai, chopé la top position sur ce mot-clé, en supposant aussi que ça soit un mot-clé extrêmement concurrentiel. Il l'est, mais j'ai vu pire, quoi. Je pourrais tout à fait bloquer une partie de ma page qui arrivera assez rapidement pour quelqu'un qui va analyser pourquoi je suis premier en termes de sémantique et cetera et montrer quelque chose de complètement absurde qui, au contraire même, pourrait avoir un impact, néfaste pour le concurrent qui veut me pomper, quoi. Et ça, pour le coup, je trouve que, sur des thématiques concurrentielles, encore une fois, dans c'est des choses qui sont, à mon sens, peu risquées. Enfin, je veux dire, ça changera pas grand-chose, pour «l'utilisateur» entre guillemets. Google, lui, voit votre vraie page, et votre concurrent voit une page qui n'est pas la bonne et donc part dans un mur, parce que vous lui montrez quelque chose qui est pas bon. Enfin bon, voilà, il y a des choses à faire de ce côté-là et de ce côté-là, le cloaking peut être, pertinent et un peu plus durable, je dirais. Alors, j'avais pas fait gaffe, c'est une question de notre fameux Mickaël, qui est au bord de plage et qui dit: Ah! «Merci pour la réponse». Donc j'espère qu'on a répondu comme il faut. Alors moi, pour le coup, dès que j'entends borderline, dès que j'entends black hat et tout, il y a forcément un nom qui me vient en tête à chaque fois. C'est notre ami Romain Pirotte et Ouais. il est spécialiste pour donner énormément de super tips là-dessus. Mmh. Mais comme je dis toujours, attention, quand vous testez ce genre de choses, Romain, Arthur et tous ceux qui vont vous faire ce genre de tips, ils ont un niveau quand même plutôt, important sur tout ça. Et on Si vous édite testez et on vas-y. édite nos propres sites aussi. Voilà, Faut le dire parce que voilà, c'est Romain, exactement je ce sais que que j'allais c'est dire. pareil, et en gros, ce qu'on fait, on prend le risque que nos sites prennent des patates, quoi, et pas Voilà, le site d'un client. exactement, exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc faites gaffe à ça, testez déjà de votre côté, testez déjà sur vos sites. Ne vous amusez pas à envoyer des choses comme ça sur un site client sans avoir vérifié tout en amont là-dessus et au pire des cas, si c'est pour vous, même si c'est par exemple votre site e-commerce, attention, n'allez pas envoyer tout de suite sur votre site e-commerce, faites-le d'abord sur un site éditeur ou quelque chose comme ça pour pas cramer votre site e-commerce et auquel cas, n'hésitez pas surtout aussi à vous rapprocher de professionnels, pour faire ce genre de choses et quand je dis professionnel, je parle bien de consultant SEO et pas, désolé pour les gens que je vais offenser, mais pas une agence marketing. C'est 2 choses différentes, c'est 2 métiers différents.
Voilà, rapprochez-vous d'un professionnel SEO pour faire ce genre de choses. Et petit tips de plus pour Michael sur cette partie cloaking, à la limite et d'ailleurs, c'est en parle le fait que tu parles de Romain qui me fait penser à ça parce qu'il avait fait une vidéo assez cool, il a ranké pendant un moment sur le mot-clé WiseWand, quand on a sorti l'outil et il avait expliqué comment il avait fait et du coup, il y a une méthode qui fonctionne assez bien, c'est de cloaker, directement, la page, de l'offre d'affiliation, de ramener, directement quand la personne arrive, elle se retrouve sur la page de l'offre, alors que Google, lui, voit une page optimisée pour se positionner. Ça, c'est des choses qu'on a longtemps faites. Encore une fois, la difficulté, c'est de réussir à ne pas avoir une page qui est trop différente de la page dédiée à Google. Mais voilà, c'est des choses qui se font. Non, mais tu as bien raison, Michael, hein, de te renseigner, mais n'hésite pas à faire les tests. Mais là où on voulait dire attention avec Arthur, c'est de bien faire les tests sur tes sites à toi avant de les faire sur d'autres choses plus dangereuses comme un site client ou un site e-commerce qui peut être fait. Voilà, c'est juste ça. Pensez bien à tester. Tout ce qui sort a été testé en amont sur nos propres sites. Tout bon SEO qui se respecte a fait ses tests sur ses sites avant de les sortir, hein. Ça, c'est obligatoire. Mmh. Bon, sans surprise, Arthur, je te cache pas qu'on n'est pas du tout bon dans le Oui, je timing. viens je viens de voir. Je viens de voir qu'on était pas bon. Donc, voilà, comme je disais, on va essayer de répondre au maximum. Si votre question n'est pas passée, n'hésitez pas à envoyer un petit message en privé à Arthur et à moi, Mmh. et on fera en sorte d'y répondre. Là, on essaiera de dépasser un petit peu. Alors, on est quand même en timing, hein, forcément, 17h10, 17h15, on coupera. Mais il y aura le replay sur la chaîne Linux Club, et n'hésitez pas s'il y a vraiment une question en plus, vous nous la posez en Si direct. tu veux, Alain, on peut essayer d'être un poil plus condensé sur les réponses aussi, hein, et de voir Ouais, jusqu'où on va, ben mais les questions sont pertinentes, donc voilà, on y répond. OK. Si ça prend un peu de temps, c'est pas grave. Vaut mieux qu'on réponde bien aux questions qu'on a qu'on en blague, je pense. Ça fera plus plaisir à tout le monde. Donc on va continuer comme ça, tant pis à celles qu'on répondra pas. Ils viendront nous voir, comme ça les forcera à venir nous voir. Quelle Heu, importance donnes-tu à l'IA dans le business en ligne? Donc ça, tu as déjà un petit peu parlé. Immense, c'est ultra central. Encore une fois, c'est un peu le faux ami parce que ça peut très vite être un piège, mais l'importance de l'IA est colossale et pour les éditeurs de sites à tous les niveaux, je pense que c'est encore l'enjeu est encore plus grand que pour des gros éditeurs qui sur des grosses thématiques. Mieux ils vont maîtriser l'IA, plus mieux ça va se passer pour eux parce qu'aujourd'hui on peut plus faire en sorte enfin on peut plus faire sans. C'est pas possible. Par contre, attention parce qu'il y a des manières de faire et il faut pas faire n'importe quoi. Exactement, ça c'est comme chaque évolution. Il y a ceux qui vont monter dans le train et ceux qui vont le louper. Aujourd'hui, là, tu dis éditeur, mais franchement, j'ai envie de dire tout le monde, hein. Ouais, Même tout le les monde, ouais. agences SEO, même les consultants, même les gens qui gèrent leur e-commerce tout seuls. Aujourd'hui, celui qui fait pas ses fiches produits avec l'IA, franchement, il a loupé quelque chose, hein. Aujourd'hui, tu peux faire 10 000 fiches produits avec l'IA qui seront 10 fois plus quali que si tu les faisais toi-même. Mmh. Donc voilà, il y a ceux qui vont monter dans le train, ceux qui vont le prendre en retard, ceux qui ne vont pas le prendre. Mais aujourd'hui, il faut montrer dans le train de l'IA, c'est évident. Quelle est la fréquence idéale de publication pour maintenir l'engagement et plaire à l'algorithme sans sacrifier la qualité? Alors là, j'aurais tendance à te dire que cette question-là, tu peux y répondre aussi bien pour un site internet que potentiellement pour YouTube. Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut Ouais. ça peut être aussi sur YouTube, sur les vidéos, De sur mon sur point de vue, ouais, je suis complètement d'accord. De mon point de vue, ce qu'il faut vraiment retenir, Julien, c'est cette notion de marathon. C'est qu'il faut être là pour du long terme, c'est vraiment la clé et surtout en SEO, ça peut être frustrant parce que quand on lance un site, ça prend du temps, il se passe pas grand-chose. C'est pour ça qu'avec les Wizards, on a cette méthode, double canal qui à la fois se concentre sur le SEO, mais à la fois également sur YouTube. Mais quoi qu'il en soit, nous, ce qu'on recommande aux gens qu'on forme aujourd'hui, c'est vraiment en fait, ça va vraiment dépendre du temps que tu as à investir. Donc, si jamais tu dis: «Bah, j'ai, 10 heures dans ma semaine à investir, sur mon projet», et ben, je vais te dire: «Bah, écoute, avec 10 heures, tu peux faire 2 bons contenus, SEO et au-delà de toute la partie idées et cetera, tout le travail que tu vas avoir à faire pour la recherche d'idées, de contenus, machin, 2 bons contenus SEO plus une vidéo par semaine sur ta chaîne YouTube». Et le vrai enjeu, c'est pas vraiment de savoir combien de contenus enfin, combien est-ce qu'il faut faire pour pas sacrifier la qualité et cetera. C'est vraiment justement combien toi, avec le temps que tu as, tu peux faire de contenu,
sur ton site ou sur ta chaîne YouTube, sans sacrifier la qualité par semaine. Et si c'est pas par semaine parce que tu as 1 heure et demie à allouer dans ta semaine, et ben, c'est peut-être un toutes les 2 semaines. Et la réalité, c'est que l'idéal, et c'est ce que dit, souvent Franck dans les podcasts, l'idéal, ça reste un contenu par jour si tu peux le faire. Si tu peux tenir un rythme sur le long terme d'un contenu par jour et avec du bon contenu, c'est très, très bien. Sur YouTube, c'est pas facile. Donc moi, je te conseillerais, 2 1 ou 2 contenus par semaine. Là, par exemple, l'objectif, je pense, sur la chaîne Les Wizards, notre chaîne secondaire avec le Wizards Podcast, ça va être de faire un contenu toutes les semaines et c'est déjà bien quand le contenu est bon. C'est déjà conséquent de pondre un bon contenu par semaine sur YouTube et le vrai enjeu, c'est cette régularité. C'est pas, donc pour moi, le curseur, faut plus le mettre là-dessus. Bah, le mot-clé que tu as dit marathon, je trouve il est ultra pertinent. Voilà, ça sert à rien de faire, plein de choses, d'un coup et puis après ne plus rien faire. Si vous voulez tenir, c'est vraiment la durée qui va être importante et cette régularité et ça, c'est vraiment dans tout, hein. SEO, YouTube, même les liens, genre même l'affiliation, tout. Mmh. Il faut de la régularité, il faut travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps Le et vaut mieux, sport, enfin faire tout même le à temps la même l'extérieur chose du que biz, ouais, franchement. voilà, vaut mieux faire, un petit peu tout le temps ou au moins quelque chose tout le temps que de le faire full pendant 3 4 mois et puis après ne plus rien faire ou inversement quoi, ça ne marchera pas. Carrément. Si tu devais commencer aujourd'hui ah tiens, bonne question, si tu veux commencer Ouais. aujourd'hui, tu ferais plutôt de l'affiliation ou de la vente de liens? Moi, je ferais de l'affiliation, personnellement, et je ferais de l'affiliation parce que l'avantage du business de l'affiliation, c'est que c'est un business pérenne qui va du coup tenir sur le long terme si les choses sont bien faites et que c'est un business surtout revendable. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de construire des véritables actifs et c'est pas uniquement, encore une fois, les gens, je pense quand ils entendent la question se disent: «OK, donc il va monter un site d'affiliation». Non, non, aujourd'hui l'affiliation, c'est plus juste monter un site, c'est vraiment voir les choses à 360. Donc là, en l'occurrence, moi, ça serait à minima une chaîne YouTube, puis un site pour capturer de l'email, pour monétiser mon audience progressivement, construire une communauté. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Et tout ça, je vais le faire au travers d'un projet unique en affiliation parce que ça correspond plus à mes objectifs de vie, à ma manière de bosser, au fait qu'aujourd'hui, même si on peut faire les choses en faceless sur YouTube, donc sans se montrer, j'ai pas de problème à faire du contenu sur YouTube et je pense que c'est un très, très gros avantage, pour le coup. Donc moi, je choisirais le business de l'affiliation. Par contre, le business de la vente de liens est un excellent business. Il va correspondre à des profils un peu plus farmer, un peu plus dans l'ombre. Il faut pas avoir peur de charbonner, de faire des tâches récurrentes et surtout, très vite, il y a un autre enjeu qui va se dessiner dans le business de la vente de liens, c'est votre capacité à déléguer et à mettre en place des process, pour déléguer de la bonne manière à des équipes offshore généralement, pour, faire toujours plus de sites, toujours plus de volume, toujours plus de commandes et cetera. C'est vraiment là-dessus que vont se trouver les enjeux. Mais moi, je serais aujourd'hui beaucoup plus stimulé et intéressé par, le fait de me relancer de zéro en affiliation. Alors pour aider un peu tout le monde parce que, affiliation, je trouve que ça veut dire beaucoup de choses et forcément c'est très large. Moi l'affiliation, comme on l'a entendu pendant longtemps, mais justement je trouve que ça, on l'a quand même pas mal bousillé. C'était l'affiliation un peu classique Amazon où Mmh. justement on a vu énormément de sites, sortir là-dessus. Si tu devais être un peu plus précis sur l'affiliation, comment tu procéderais? Est-ce que tu ferais de l'affiliation vraiment avec, une thématique et genre, je vais dire quelque chose de bête, hein, mais tu te rapproches d'un magasin de musique et tu fais vraiment de l'affiliation sur des instruments de musique ou tu resterais quand même sur quelque chose d'un peu plus large et tu viserais du Cdiscount ou même encore du Amazon? Alors, en fait, la réalité, c'est que je pense que très vite, ça irait plus loin que juste l'affiliation. La monétisation au sens large, c'est un truc, il y a énormément de choses à faire et aujourd'hui, toute thématique est monétisable. Et on va prendre un exemple concret, c'est rigolo parce que la dernière fois, on s'est retrouvé à faire un paddle ensemble et tu as dû subir mon niveau catastrophique. Et du coup, on va prendre l'exemple du paddle. Si demain, je me dis, bon, bah là, Arthur, tu ne peux plus rien faire de ta vie à part essayer de vivre du paddle, quoi. Enfin, de vivre de l'affiliation paddle ou de faire un truc autour de ce sujet-là. Ça va être, à mon sens, un peu compliqué si je me contente juste de faire de l'affiliation sur peut-être que je dis une bêtise, alors peut-être ça marcherait, mais juste sur des raquettes, sur des chaussures de paddle, sur du matériel et cetera. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, encore une fois, stratégie Wizards, une chaîne YouTube, en parallèle mon site, je vais trouver une marque commune et je vais construire une marque, justement commune aux 2 entités qui vont pousser progressivement mon site vers le haut.
Et en parallèle, je vais très vite pouvoir commencer à récupérer, une audience, récupérer du lead, et de l'email sur ma partie YouTube avant que tout mon écosystème me rapporte de l'email. Et je vais en effet, essayer d'aller trouver des affiliations, que ça soit en direct avec des petits e-commerce, que ça soit des sponsors. Je vais peut-être vendre une bannière quand mon site fait un peu de trafic, ou alors, au début de mes vidéos en disant: «Bah, voilà, telle marque de paddle, tel petit e-commerce qui essaie de faire ses billes dans le paddle, bah, moi je vous mets en avant, je fais du contenu sur le sujet». Je vais, chercher peut-être à me voir s'il n'y a pas des gens qui proposent des PDF, des petits cours, des petits infoproduits. Je vais faire de l'affiliation pour eux. À terme, je vais potentiellement mettre en place, une fois que mon trafic est récurrent et que je connais mon audience, mon propre infoproduit. Je vais peut-être vendre de temps en temps un lien ou 2 quand c'est pertinent, sur mon site de paddle. Il y a plein de choses à faire avec la monétisation. Je pense que surtout aujourd'hui, il ne faut pas mettre des œillères et qu'il faut, enfin, en fait, lancez-vous. Il y a beaucoup, beaucoup de thématiques. Ça dépend évidemment de vos objectifs. Si vous voulez faire, 30 000 balles par mois, il n'y a pas 10 000 thématiques qui vont vous permettre de le faire en affiliation. Mais si vous avez un objectif de side business un peu, 1 000-2 000 € par mois, vous pouvez franchement à peu près tout monétiser, hein. C'est un peu la magie de notre époque. Le seul enjeu, on en parlait, tout à l'heure, Alain, je crois que c'était en off, je sais plus, mais c'est vraiment, je crois que c'était peut-être pas avec toi. Mais en gros, j'en parle tellement régulièrement, c'est cette notion de focus. Si, on en Ouais. parle ensemble. C'est vraiment le côté où il faut, si vous décidez de vous lancer sur un truc, sur un business sur le paddle, ne vous dites pas: «Bah, en fait, j'aurais dû faire badminton» et puis vous lancez badminton un mois après, en fait. Non. Ouais. Si vous prenez l'engagement de vous lancer sur un truc, c'est vraiment, encore une fois, cette notion de marathon et de focus qui va être, Ouais, ouais, c'est tu en as parlé au début, c'est que tu justement, tu étais quelqu'un qui allait dans plein de trucs et maintenant tu as ouais. appris à te focus et c'est exactement ça et avec ma question, tu es allé sur le terrain où je voulais. C'est ça, c'est que ne vous cantonnez pas à une seule chose, en fait. C'est pas parce que là, Arthur vient de dire affiliation, mais affiliation, il y a plein de possibilités et surtout, il y a plein de réseaux. Il y a le site Mmh. internet, mais il y a la chaîne YouTube. Il y a ce que vous allez faire aussi des réseaux sociaux. Il y a plein de choses donc quand vous vous lancez, lancez-vous à fond et n'oubliez pas d'ouvrir plein de portes. Voilà, parce qu'il y en a une qui va marcher mieux qu'une autre, il y en a une que vous allez mieux maîtriser qu'une autre, Mmh. mais ne vous cantonnez pas juste à une seule porte. Voilà, un site internet, c'est bien, mais avec un site internet, on peut faire plein de choses. Beaucoup de choses, ouais. Quel risque vois-tu? Ah bah voilà, celle-là, on y en avait parlé un petit peu déjà, mais tu peux rajouter, je pense, peut-être quelques petites choses pour bien marquer le fait de faire attention à ça. Quel risque vois-tu à utiliser massivement l'IA dans une stratégie de monétisation? Alors, le risque principal, Sonia, je dirais que c'est que les choses marchent pas. Parce que pareil, moi, je le vois dans nos élèves, je le vois dans beaucoup de gens autour de nous qui sont très bons, qui sont passionnés par le petit côté automatique. Et avec l'IA, même moi, le premier, on est émerveillé parce qu'on est capable de faire de manière un peu automatique avec l'IA, voire très automatique avec l'IA. La réalité, c'est que rares sont finalement les gens, il y en a, hein, qui y arrivent, mais qui arrivent à monétiser vraiment une stratégie 100% automatisée avec l'IA. Et je pense, qu'aujourd'hui, par exemple, quand on crée du contenu, il y a beaucoup de choses à faire très chouettes, avec l'IA, notamment avec des outils comme Eleven Labs dans la version 3 là, qui vient d'arriver, donc les voix IA, moi qui n'ai jamais été trop client des voix IA, là franchement c'est abusé, c'est vraiment très, très fort. Et un autre outil qui est très cool pour faire du contenu IA, en vidéo, c'est HeyGen, pour tout ce qui est clone. Et aujourd'hui, on peut fonctionner, avec, des clones générés à partir d'images. Donc, là, au Annecy Web, j'ai rencontré, Johan Puiset, et qui, lui, a une chaîne YouTube où il parle de tout ça, et il montrait dans sa conf qu'il avait un LoRa, donc, un modèle IA qui était entraîné pour générer des photos de lui. Il se mettait dans plein de donc il générait n'importe quelle photo, et à partir d'AgeN, il transformait sa photo en vidéo, et les résultats, mais j'étais sur le cul. Et encore une fois, ça fait pas si longtemps que tout ça, et puis là, vous avez tous vu les images avec VO et tout, donc il y a des trucs à faire, mais moi, ce que je vois est le gros risque finalement, c'est vraiment ce truc où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui testent plein de choses et ça ne marche pas, ou ça marche très rarement. Et là où ça va marcher, encore une fois, c'est quand on va prendre le temps, de vraiment mettre sa patte humaine. Typiquement, Eleven Labs, donc les voix IA. Moi, je trouve que là où c'est vraiment impressionnant, c'est quand on envoie sa propre voix et qu'on fait du speech to speech. Mmh. Donc on met la voix et ça ressort une voix différente. Là, si vous voulez faire du faceless, vous planquer un peu, là, c'est très bien. Il y a des choses à faire et des super choses. Le risque, c'est, à mon avis, de trop compter sur le côté automatique, et surtout
Dites-vous que si vous arrivez de manière complètement automatique à faire bosser une IA pour vous et ça vous rapporte des sous, c'est qu'il y a de fortes chances que vous soyez pas le seul d'ici peu et que, voilà, il faut trouver un moment où il y a une petite barrière à l'entrée et où vous pouvez rajouter votre patte donc voilà. Mais sinon en termes de contenu, si c'était le sens de ta question Sonia, encore une fois, le fait d'avoir une stratégie de contenu généré par IA, si les choses encore une fois sont bien faites, si l'intention de recherche est respectée, et si tu repasses un minimum sur le contenu pour qu'il y ait pas de dinguerie dans ton contenu, je pense qu'il y a absolument aucun problème à fonctionner de cette manière-là. Ouais, voilà, encore une fois, hein, c'est juste les tests, faire attention, la relecture, pas faire un simple prompt de 2 mots pour faire un contenu et voilà, hein. Hop, oui, tiens, on revient sur, YouTube un petit peu. Quelles sont les erreurs les plus courantes que tu observes dans la gestion des chaînes YouTube? Mmh. Alors moi et c'est des erreurs que j'ai faites, donc ça va être bien, c'est de traiter des sujets trop éloignés. Ça, c'est vraiment, c'est l'un des gros problèmes. C'est ce que j'ai fait sur ma chaîne perso Arthur Villecourt, si vous voulez aller voir, qui a pas loin de 20 000 abonnés. Et des fois, je parle d'IA, des fois, je parle de SaaS, des fois, je parle de SEO, des fois et en fait, la réalité, c'est qu'en faisant ça, bah, il y a des gens qui nous découvrent, nous, mais la réalité, c'est que les gens qui il y a personne, ça n'existe pas, à part quand on est un Squeezie, qu'on fait du divertissement et cetera. Des gens qui vont vous suivre parce que vous êtes vous et qui vont regarder 100 de vos contenus parce que vous êtes vous. S'il y a encore des gens qui regardent ce live ou qui sont en rediffusion, sur YouTube, c'est parce que, on transmet de la valeur avec Alain, qu'on essaie de voilà, de vous faire prendre des raccourcis. Bah, c'est un peu la même chose. Donc le problème, c'est qu'en faisant ça et en faisant du contenu trop différent sur différents sujets, vous n'êtes pas suivi pour enfin, quand vous sortez une nouvelle vidéo, en gros, l'audience existante, il y a de fortes chances qu'elle n'en ait rien à carrer parce que c'est pas sa thématique, c'est pas son sujet, c'est pas son truc. Donc ça, c'est ce que je conseillerais, c'est d'éviter de faire ça. Donc erreur courante. Autre erreur courante des chaînes qui ont pas de rythme régulier de publication, s'il y a une grosse différence entre, vous savez qu'il y a sur cette chaîne toujours une vidéo qui sort le dimanche à telle heure et donc, je peux même vous, quand vous réfléchissez, si vous consommez un peu de contenu sur YouTube, il y a forcément des créateurs où vous vous dites: «Ah oui, là, il y a peut-être la vidéo de machin qui est sortie» et hop, vous allez voir. Et en fait, tout ça, c'est trop important. Je pense qu'on bénéficie vraiment de cet effet-là dans le Wizards Podcast, par exemple. Pareil, ne pas avoir de rythme régulier de publication, c'est pas une bonne chose. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est, du coup, essayer de vous fixer un jour de publication, une heure de publication régulière. Et si, vous avez des contenus en plus, bah, là, vous vous en fichez un peu, vous le mettez n'importe quand, mais vous êtes sûr que tel jour, telle heure, il y a au moins un contenu qui sort et que c'est régulier. Moi, c'est comme ça que je ferai les choses aujourd'hui. Et la grosse erreur sur le contenu YouTube, c'est les chaînes, qui ne se concentrent pas sur la valeur ajoutée. C'est pour moi, de toute façon, c'est la clé de tout contenu, surtout quand on parle de business. C'est vous devez apporter de la valeur aux gens qui vous regardent. Si vous n'en apportez pas, les gens, ils s'en foutent, ils sont pas là pour vos blagues, ils sont pas là pour votre belle gueule, ils sont vraiment là pour de la valeur. Donc si vous êtes pas bon, bah, globalement, la vidéo ne performera pas. Donc il faut s'assurer d'en transmettre. Et on le voit aujourd'hui avec de plus en plus de petits créateurs qui font ce qu'on appelle des value assets. Donc, la forme, on s'en fout. Là, par exemple, c'est très chouette parce que là, vous avez préparé avec les questions qui défilent, il y a quand même une forme sympa. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de montage et tout. La forme, on s'en fiche. Mais ce qui est dit, ça doit être intéressant. Et ça fonctionne beaucoup. Et les gens, quand vous allez regarder la vidéo d'un gars et qui vous balance énormément de valeur, vous dites: «Ah bah, lui, il est bien, lui». Tac et on s'abonne et on va revenir voir ses vidéos quand il en sort une nouvelle. Et c'est un peu le jeu sur YouTube aujourd'hui, donc je dirais que c'est la dernière grosse erreur. Ah, bah, la thématisation, tu vois, je savais pas du tout, donc un peu comme un site internet, quoi. Rester, focus thématique, Ouais, OK. franchement, c'est le conseil que je vous donne. Il y a certains youtubeurs qui ont un avis, différent, mais moi je trouve que c'est clairement pas une bonne chose. Bah, je trouve que c'est pas mal comme conseil et surtout que ça reste dans la thématique qu'on maîtrise logiquement par rapport au site qu'on travaille, donc ça me semble pertinent en tout cas. Mmh. Que penses-tu des liens forums? Alors là, je vais pas cacher, hein, franchement, c'est un peu ma question vu qu'avec Lynx Club, on a sorti ça, récemment et en fait, j'ai voulu la poser la question à Arthur parce qu'à l'événement des Wizards qu'il a fait, alors je me rappelle même plus c'était quoi, avril, mai? J'ai un doute. Avril, ouais, C'était fin avril, hein, c'est avril, ça? je crois, ouais. Fin avril et en fait, on avait sorti les liens Ou forums début et ça avril, pardon. avait voilà, ça avait bien plu Mmh. et du coup, je voulais te poser la question parce qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en parler ensemble. Ouais, alors les liens forums, pour moi, c'est, mon type de lien préféré, pour la simple et bonne raison que j'ai été associé
pendant de longues années sur de l'édition de site avec Franck, qui lui est un très gros, ninja linker. Donc il pose des liens sur des forums au quotidien depuis plus de 10 ans. Pendant des il y avait c'est rigolo parce qu'il y a des périodes où les gens disent: «Ouais, les liens forums, c'est de la merde». Il y en a d'autres: «Ah, les liens forums, c'est chouette». Et en fait, nous, ce qu'on voit au travers du travail de Franck, notamment depuis 10 ans, c'est que les liens forums, ça a toujours fonctionné, que pour moi, c'est les liens les plus naturels qui soient, parce que justement, c'est des liens qui sont positionnés sur des forums. Moi, aujourd'hui, quand je dois travailler pour mes propres sites sur une stratégie de netlinking, je vais prioriser, les liens forums dans ma stratégie. Donc, je ne peux que recommander, ce type de lien. Honnêtement, c'est des très, très bons liens et qui d'ailleurs, c'est rigolo, mais les gens sont malheureusement, je sais pas, mais assez peu éduqués, à ce type de lien. Et donc par conséquent, moi, ça m'est arrivé à une époque où j'essayais de vendre de l'accompagnement SEO et du netlinking. Mais les gens se disent: «Ah bon, du lien forum?» Enfin, tu vois? Il y a cette image de mais en Ouais. fait, ça a tellement plus de valeur dans bien des cas, qu'un lien, à 50 ou 100 balles, acheté sur une plateforme, enfin, tu vois? Qui sont, full fake, full machin. Là, un vrai lien forum et tout, franchement, je trouve que c'est des super liens. Alors, tu es tellement gentil que je tiens vraiment à préciser qu'on n'a pas du tout parlé en amont. Il était pas vous voyez, j'ai même mis Clara pour pas dire que c'était ma question et que pour le coup, voilà, il y a vraiment rien de préparé là-dessus. C'est ton vrai avis et je suis vraiment content de ton retour. Merci Arthur. Donc voilà, n'hésitez pas à venir à Links Club si vous voulez qu'on parle de lien forum. Niveau business, aurais-tu pu en être là tout seul? Pardon, excuse-moi. Ouais. Non, pas du tout, non, non. Je pense que tout seul, enfin moi perso, de toute façon, je déteste bosser seul. Je me suis toujours associé sur mes différents projets. Voilà, donc déjà, après je pense que ça dépend pas mal du profil, mais quoi qu'il en soit, je pense que la question pour globalement le réseau est super important. Avoir un petit peu son réseau privilégié, des gens de confiance qui gravitent autour de nous pour partager les infos, diffuser, ce qui doit être diffusé, prendre ce qu'on doit prendre et cetera. Tout ça dans le respect, c'est super important donc non, absolument pas. Pour moi, c'est je Allier les compétences aussi. Rien que ouais, ça, bien je sûr. pense que c'est Ouais, ouais. vraiment pertinent. Des fois tout seul, il y a des fois on va être limité, alors que si on est plusieurs, bah, on peut allier pas mal de compétences différentes. Ouais. Ah bah tiens, tu vois? Elle est venue. Alors qu'est-ce que justement, par rapport à ce que déjà on a dit tout à l'heure, quelle est la différence entre YouTube et TikTok? Mmh. Donc moi, voilà, comme on disait, moi je trouve que ça peut aider un petit peu. Mais si toi tu devais faire une différence, de ce que tu as dit tout à l'heure, c'était un peu la partie, justement de gens qui vont, TikTok vont peut-être plus être consommateurs, «poubelle», on va dire, entre guillemets, où ça va vite. Là où YouTube, il y aura peut-être quelqu'un qui va plus s'accrocher à la chaîne, quoi. Ouais, c'est globalement la qualité de l'audience, hein, pour répondre en une phrase. Dans le sens où, sur TikTok, encore une fois, tu vois, tu as quelqu'un qui swipe, tu as son attention pendant peut-être 15-20 secondes. Il faut, si jamais tu as quelque chose à lui vendre, qu'il prenne enfin, lui vendre ou, tu vois, qu'il lui propose un lead magnet ou je sais pas quoi, il faut que la décision soit prise et que ça va l'interrompre dans son truc où il est en train de scroller, en boucle vers le haut et qu'il passe d'une meuf qui danse, à une astuce business, tu vois? Et il faut qu'il y ait un mot qui enfin, voilà, c'est quand même particulier. Alors que sur un contenu long, vous avez le moyen de vraiment démontrer votre expertise, les gens ont quand même plus d'attention, vous allez créer une vraie connexion. Si vous transmettez de la valeur, les gens vont se dire: «OK, ce mec-là, un, il est cool, il me transmet de la valeur, 2, on» et donc il y a une autre relation qui s'instaure et c'est plus facile du coup, de les faire glisser vers un lead magnet, vers de la capture email, vers, de la vente d'infoproduits, de produits, enfin bref, globalement, c'est un tout autre monde en termes de qualité d'audience, mais les volumes sur des plateformes de format short, donc Instagram, TikTok, par exemple, sont tellement importants, bah, qu'en fait, est-ce que tu préfères avoir 1 500 vues de qualité sur une vidéo YouTube ou un TikTok qui pète à 1,5 million? Je pense qu'il faut les 2, hein. Je sais pas. Ouais, ouais, il faut les 2, Voilà, mais encore une encore fois, une fois, en se souvenant d'une chose, et ça, c'est vraiment plus pour, les gens qui débutent, ne cherchez vraiment pas à être partout. C'est là où vous allez et le focus, c'est aussi pour moi, il est aussi situé là. C'est qu'aujourd'hui, le gros risque et nous, c'est ce qu'on dit aux gens qui rentrent dans la Wizards Academy. Moi, les gens me disent: «Ah moi, je veux faire du TikTok et tout». On leur dit: «Ben, du coup, ne rejoins pas la Wizards Academy parce que nous, c'est YouTube et c'est YouTube format long plus site. Tu veux faire autre chose?» Ça marche, ouais, enfin, tu vas juste te perdre, te noyer dans les trucs et juste tu vas ouais, par c'est étapes ça aussi.
ouais, c'est vraiment étape par étape, mais là, pour le coup, c'est des belles étapes parce qu'avant d'aller chercher son plafond de verre sur un réseau comme YouTube, par exemple, en format long, il y a déjà de quoi faire et pour moi, le Oui. focus, il est primordial. Donc c'est voilà. Allez, on va en faire encore une ou 2. Quels sont les 5 critères essentiels pour qualifier un bon domaine expiré? Ah ça, c'est intéressant, ouais, pour acheter, on en a parlé un peu tout à l'heure de nom de domaine expiré Ouais, justement. Qu'est-ce que toi tu alors regardes un petit peu pour faire ça? je suis pas sûr d'en avoir 5, mais on va dire thématique, même si on a apporté de la Ouais, nuance un peu plus tôt, dans ce live sur ce côté-là. On va dire gros point, qualité des BL, donc qualité des referring domains, c'est-à-dire que vous allez, analyser manuellement, le site expiré et si vous voyez qu'il y a globalement un lien qu'on va appeler rare, donc c'est un lien qui globalement ne peut pas être acheté sur une plateforme, tout ce type de lien, c'est des liens que je vais considérer de qualité de mon côté. Donc ça c'est un point. Je vais aussi aller vérifier l'historique de la web archive mmh, pour vérifier que le domaine n'a pas été enfin, comment il a été utilisé par les gens qui l'ont utilisé auparavant. Si à un moment il n'a pas été spammé, chinoisé et cetera et le dernier critère que je vais regarder pour le coup, moi ça serait le trafic récent. Donc éventuellement les 6 derniers mois, si vraiment le domaine il est béton, peut-être la dernière année. Mais voilà, c'est aussi un critère que je vais regarder. Le reste, peut-être j'ai oublié des trucs, mais du coup, je crois que j'ai 4 critères et pas 5. ouais, et est-ce que tu as technique assez rapide pour évaluer le prix d'un nom de domaine sur, justement les ventes aux enchères ou quoi et tu te dis: «Bah, ce domaine-là, pour moi, il vaut, 500 balles et j'irai pas plus haut». Est-ce que tu as une tactique assez rapide, pour faire un Heu, calcul? alors, pour être franc, non, parce que je suis pas du tout le meilleur sur cet aspect-là, surtout sur des domaines à plusieurs centaines d'euros, donc je vais pas, m'inventer une vie. Par contre, je pense que si je devais, concrètement faire cette méthode-là, je calculerais et j'observerais le nombre de liens rares, et je multiplierais ça par un prix fixe et en fait, c'est vraiment le nombre de RD rares que je vais potentiellement racheter. Plus en parallèle, il faut que je m'assure que le domaine, il n'ait pas encore une fois été, spammé, que le contenu est correct et qu'il ait eu du trafic il n'y a pas si longtemps. Mais ce que je vais vraiment valoriser dans le rachat, c'est le nombre de RD rares et pour aller plus loin et j'invite les gens qui nous regardent, on a fait un épisode de podcast avec Max, l'un de nos élèves de la Wizards Academy qui est passé de 0, à 10 000 € en vente de liens en l'espace de 6 mois, et il nous explique que lui, par exemple, il rachète des noms de domaine expirés et par exemple, s'il voit qu'il y a 3 liens de qualité, sur le nom de domaine et ben, il va enchérir dessus et en fait, étant donné que souvent, c'est des noms de domaine qui ont pas beaucoup de liens, il y a peu de gens qui enchérissent dessus, mais juste les 3 liens, ça c'est déjà une super plus-value pour le domaine et du coup, lui, il va construire son site sur un domaine qui, à première vue, était pas une pépite absolue, mais derrière, en allant un petit peu, Mmh. raboter les métriques, on va dire et il arrive à en faire, des choses très chouettes. Et est-ce qu'on précise, parce que je pense que c'est le cas, tu regardes les liens rares effectivement, mais les liens qui sont encore indexés? Bien sûr, ouais, ouais, les Ouais? liens, encore indexés, ouais. Après je si Ouais, oui, tu peux oui, les bien sûr. réindexer, mais s'ils sont Ouais, encore ouais. indexés, c'est Mais top. ouais, s'il faut les réindexer, c'est que c'est rarement une bonne nouvelle, quoi. Ouais. Donc ouais. Allez, on essaie de s'en faire encore une petite ou 2. Comment évalues-tu la valeur d'un site ou d'une chaîne en cas de revente? Ah bah tiens, ça ouais, par exemple, sur une chaîne YouTube et pour le coup Ouais. ou sur un site. Donc là, on parlait à Alors, côté acheteur juste avant, là côté revente. Est-ce que tu as des techniques un peu là-dessus? ouais, c'est un peu compliqué parce que pareil, je suis pas un expert, du sujet. J'ai revendu, un site dans ma vie, c'était un site de vente de liens. J'espère, revendre des business. Là, c'est bon, on a fait tout pour avec les Wizards sur certains pans de nos focus au quotidien. Mais, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est une histoire de rentabilité du nom de domaine, multiplié par un certain nombre de mois. Et il y a seul ou de la chaîne YouTube d'ailleurs, mais vont se poser à l'intérieur de cette problématique-là beaucoup de choses, à commencer par: est-ce que le nom de domaine, c'est juste un nom de domaine SEO? Ou est-ce qu'il y a un écosystème autour de ce nom de domaine? Est-ce que le nom de domaine, est-ce que les métriques SEO sont en train de se péter la gueule ou non? Est-ce qu'il y a une vraie marque? Est-ce qu'il y a des recherches marques, derrière le nom de domaine? Est-ce que si c'est une chaîne YouTube, c'est une chaîne faceless, pas faceless? Est-ce qu'elle est dépendante de certains concepts? Est-ce que si c'est le cas, la personne qui détient la chaîne YouTube à la base peut facilement être remplacée? Enfin, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui se posent. Mais globalement, et je faudrait revoir ça avec des spécialistes de la vente de nom de domaine, mais globalement,
Je pense qu'entre 20-24 mois pour un site de qualité, tu vois, c'est généralement la norme, si je dis pas de bêtises, sur de la revente de sites, par exemple, et sur de la revente de chaînes, je sais pas du tout. Mais généralement, quand c'est des business vraiment pérennes comme ça, c'est pareil, c'est des multiples, on va Mmh. généralement à 2 ans, tu vois, de Ouais, c'est dans multiples. ces eaux-là, hein. Ouais, Donc j'aurais voilà, dit mais j'ai ça. pas nécessairement de, tu vois, d'astuces particulières. Pareil, c'est pas vraiment mon domaine d'expertise, donc je veux pas dire trop de bêtises, mais voilà. Allez, parfait. On va faire la dernière question. Si vraiment OK. votre question n'est pas passée, comme je disais, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Arthur ou à moi. On essaiera de vous y répondre en privé. Logiquement, on est plutôt accessible. J'espère que ce webinaire vous a plu. Si vous avez des fois des envies particulières sur une prochaine thématique que vous aimeriez bien aborder, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, on est toujours preneur d'idées. Moi, j'essaye de balayer à chaque fois, différents sujets. J'invite, différentes personnes. Là, c'est Arthur qui nous a fait le plaisir de venir. Merci encore à toi, Je Arthur. t'en Donc, prie, mais voilà, merci pour n'hésitez pas à l'invitation. nous dire tout ça. La dernière question, comment un site web peut-il efficacement se connecter à une stratégie YouTube pour générer des revenus complémentaires? Donc ça, on en a un petit peu parlé, c'est sympa. Ouais, bah, écoute, pour moi, le gros intérêt, c'est que tu peux facilement relier, notamment si tu fais de l'affiliation, des vidéos où tu fais des reviews de produits, par exemple. Donc on a parlé de l'histoire du paddle en imaginant qu'on crée Mmh. une chaîne sur le paddle. Je vais, par exemple, me filmer en train de peut-être d'unboxer ma raquette de paddle, expliquer, voilà, que OK, elle a l'air de bonne qualité, tac, je tape un peu dessus, non, OK, c'est cool. Ensuite, je vais aller la tester sur le terrain. Je veux dire, le feeling était bon. Alors au niveau de la prise en main, enfin, je vais essayer de me faire tout un espèce de process de test du produit pour essayer de transmettre aux gens, qui viennent, et encore une fois, ils vont pas venir pour moi, hein, ils s'en foutent de moi. Ils viennent parce qu'ils veulent un avis sur cette raquette spécifiquement. Donc, je vais essayer de leur donner le meilleur avis là-dessus. Et du coup, l'avantage, c'est que je vais pouvoir inclure en embed sur mon site, dans l'article qui sera avis de la raquette, ou raquette A versus raquette B, ou le top 10 des meilleures raquettes de paddle, hein, c'est globalement le type d'article qu'on peut faire en affiliation sur un site. Ben, je vais pouvoir inclure la vidéo. Donc la vidéo, elle va continuer à faire des vues au travers des gens qui vont passer sur mon site. Les gens très importants qui sont sur mon site vont rester sur la page, et c'est une métrique qui est aujourd'hui, à mon sens, est de plus en plus importante, c'est-à-dire le temps que passent vos visiteurs sur votre site, grosso modo. Et donc ça, c'est déjà un premier lien très cool à faire. Ensuite, vous pouvez, depuis la vidéo, bah, vous-même renvoyer vers des articles, que vous avez faits. Vous pouvez tout à fait dire: «Voilà, j'ai fait un article complet pour ceux qui veulent en savoir un peu plus», et donc vous avez cet effet où vous avez du trafic direct qui part de YouTube vers votre site, donc du trafic qui n'est pas SEO, donc vous avez un effet de vraiment très chouette sur le long terme, pour votre SEO. Vous avez l'effet également avec une chaîne YouTube où, vous allez créer encore une fois une marque commune avec votre site. Donc vous allez créer aussi des recherches marques de manière très naturelle. Il y a des gens qui vont vous chercher, sur Google, et qui vont soit trouver votre chaîne YouTube de cette manière, soit arriver directement sur votre site. Donc ça, pareil, pour Google, c'est très positif sur le long terme. Et surtout, vous allez pouvoir, collecter du lead via Lead Magnet, ce qui aura encore une fois un impact direct, sur votre brand. Il y a trop de gens, qui font l'erreur aujourd'hui, et on le voit même au sein de la Wizards Academy, malheureusement, de gens qui nous disent encore, «Ah oui, non mais pour les EAT», en fait, qui font forcément le rapprochement. Ils font du YouTube parce qu'il faut faire de l'EAT, et ça, pour moi, c'est la pire des erreurs à faire, que ça soit du YouTube, du TikTok, peu importe. Vous devez faire du contenu pour faire de l'oseille autour de votre thématique. C'est pas pour faire de l'EAT. C'est l'EAT, c'est un effet bénéfique de ce qui va se passer avec la construction de votre contenu sur les différentes plateformes. Mais il y a tellement d'argent, et d'argent «facile» entre guillemets, hein, entre très, parce qu'il faut travailler. Évidemment, tu l'as Mmh. répété au début du live, Alain, mais aller chercher sur ces plateformes-là, sur toutes les thématiques, franchement, c'est vraiment con de juste faire ça pour le l'EAT, et en plus d'être bête, c'est que ça ne fonctionne pas. Vraiment, il faut, encore une fois, il faut que le contenu soit bon, il faut que vous arriviez à fédérer, à créer une audience, une communauté, et là, vous avez l'effet bénéfique qui va alimenter votre SEO. Donc, et c'est du coup, pour te répondre, Noémie, un super moyen de connecter les 2 stratégies, et d'avoir, encore une fois, un écosystème, viable, pérenne et revendable. Top. Merci beaucoup, Arthur. Franchement, je trouve que encore une fois, beaucoup de contenu, beaucoup de plus-value. Donc, ça, j'espère que ça vous a vraiment plu.
On a essayé de répondre au maximum des questions. Je savais qu'on allait être court, mais le but, c'était qu'on prenne le temps de répondre à chaque question avec de la plus-value, justement, parce que, comme l'a dit Arthur, c'est ça qui est important sur une vidéo YouTube, hein. Mmh. Donc, merci à vous pour votre participation. N'hésitez pas à nous contacter, comme on disait. Si vraiment votre question, elle vous tient à cœur, n'hésitez pas à nous la poser. On vous y répondra. Il n'y a aucun problème là-dessus. Abonnez-vous à la chaîne YouTube des Wizards, justement, pour voir tous les podcasts que vous avez pu, dont on a parlé jusqu'à là. La chaîne YouTube de Links Garden et Links Club pour voir justement tous les replays des différents webinaires qu'il y a pu avoir jusqu'à là. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des thématiques, hein, je le redis ça, mais si vous avez des thématiques que vous avez envie de parler, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'essaierai de trouver le bon interlocuteur pour en parler. Je vous dis à très bientôt. Merci encore à toi, Arthur, pour ta Merci Alain, participation. merci beaucoup pour Et je l'invitation. vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Salut.